31 octobre 2013 à Montluçon, dans le centre Athanor, où ce soir, Monique Brun, en compagnie du groupe Entre deux caisses, va jouer Harriet et Chahut. Alors le titre exact c'est Harriet et Chahut pour chantistes pour quatre chantistes et une comédienne. J'ai eu le plaisir et le hasard, mais le bonheur d'assister à votre balance et dernière mise en place. C'est vraiment un spectacle où ce que vous apportez, vous, complète ce que le groupe Entre deux caisses sait faire. Qui est-ce qui est allé chercher l'autre ? On s'est rencontrés à Chambéry, au moment on était à l'initiative de Gérard Morel dans un spectacle qui s'appelait La Guinguette des fines gueules. Et il s'agissait de 3 soirées de concert avec Entre deux caisses, Gérard Morel, Stricky, Hervé Perrard, mais pas le groupe Stricky, Hervé Perrard, Xavier Lacouture, Michel Bernard, tout ça. Et donc j'ai été invité à rejoindre ces personnes-là pour ces 3 soirées de concert, et c'est là que j'ai fait la connaissance d'Entre deux caisses. Et à l'issue de ces 3 soirées, on m'a proposé, ainsi qu'à Hervé Perrin, on m'a proposé une carte blanche pour l'année suivante. J'ai donc demandé aux Entre deux caisses s'ils seraient d'accord pour faire ça avec moi, parce que, voilà, moi toute seule, je ne voyais pas bien ce que j'allais faire en chant, toute seule. Je ne joue d'aucun instrument. Et puis parce que j'avais très envie de les revoir, voilà. Et donc cette carte blanche a été l'occasion d'une série de petites rencontres comme ça. Je les ai retrouvés quelques fois en concert acoustique. Donc je me suis immiscée un petit peu dans leur univers, jusqu'à ce qu'en 2011, on ait la possibilité de créer un spectacle depuis zéro, quoi, voilà. Parce qu'au début, je me suis comme ça glissée, on va dire, dans leur répertoire avec quelques chansons. Et là, on a pris le temps, on a eu la possibilité de faire un spectacle tout entier. Et vous l'avez interprété en Avignon. Donc on l'a joué, on l'a créé à Chambéry donc aussi. On a eu la chance de pouvoir le jouer une dizaine de fois dans des petits lieux avant la première, qui avait eu lieu au théâtre Charles Dulin. Et ensuite on l'a joué pendant 3 semaines d'affilée à Villeneuve-les-Avignon en 2012. La comédienne que vous êtes apporte quelque chose à ces 4 garçons qui sont au départ des musiciens purs. Je sais pas si, comment dire, non, je pense que là, bon, bien sûr, ces 4 garçons sont sur un répertoire qu'on leur connaît. Là, le fait d'arriver au milieu d'eux, ça colore différemment les choses. Oui. Ce que j'aime beaucoup, moi, c'est d'abord ce qui a été assez formidable, c'est que lorsqu'on s'est retrouvés pour la première fois en concert, on avait de la vie des personnes qui nous ont découvert ensemble. On avait l'impression qu'on chantait ensemble depuis X années. Hein. Et donc, il y a une connivence vraiment formidable, quoi, je veux dire, pas particulière, inattendue, alors qu'on se connaissait depuis si peu de temps, et sur un terrain moi, qui me touche beaucoup, parce que c'est vraiment sur le terrain, je dirais, frangin-frangine, quoi, sur le plateau. Hein. C'est pas 4 hommes et une femme, enfin, c'est 5 frangins-frangines. Voilà, ouais. Ce qui n'est pas tout à fait pareil. Alors, mais dans le titre, ils ont insisté 4 chantistes et une comédienne. Et une comédienne, bon. Oui, alors je sais pas. Mais c'est un peu le jeu du titre. C'est un peu le jeu du titre, c'est un peu parce que c'est comme ça aussi qu'on s'était rencontrés, c'est-à-dire Gérard Morel avait dit au début, au moment de la guinguette des fines gueules, on pourrait faire appel à une comédienne. Et j'étais supposée les rejoindre pour faire ce qu'on appelle les pia-pia entre les chansons. Et en fait, de pia-pia, il n'y en a pas eu. Ils m'ont comme ça intégré dans une quinzaine de chansons. Et vous étiez toute heureuse que ça se passe comme ça. Et donc, j'ai été vraiment heureuse que ça se passe comme ça, d'autant que c'était un désir de longue date de chanter, voilà, que j'avais. À 20 ans, vous êtes parti à Reims. Oui. Vous avez croisé un petit bout de route de Robert Hossein. Ah bah oui, je l'ai croisé. D'une part, il était le directeur de cette école. Il faisait des mises en scène.
Et il en a fait une qui n'était pas parmi les mises en scène un peu monumentales qu'il avait l'habitude de faire, qui était l'adaptation d'un policier qui s'appelait La Maison des Otages. Et donc il jouait lui le premier rôle et je jouais avec lui, on était 12 seulement, voilà. Donc je l'ai connu comme ça. Quel bon souvenir vous gardez de cet homme-là dans l'exercice Ouais. de votre profession? Moi, j'en garde un souvenir lumineux, c'est-à-dire le souvenir de quelqu'un de très attentif aux personnes qui l'entouraient Oui. et de très très généreux. Enfin, quand je dis attentif et généreux, je veux dire, il s'est préoccupé par exemple du sort de certains élèves qui ont eu soit besoin de... Il y avait par exemple un comédien qui avait des lunettes à triple foyer ou je sais plus, enfin double, enfin bref, qui avait des soucis avec ses lunettes. Enfin bref, à l'époque c'était quelque chose, enfin probablement encore maintenant, mais qui coûtait très très cher. Il a pris à son compte, il a tenu à ce que ce comédien puisse être libéré de ses lunettes. Il a fait placer des lentilles, voilà, des choses comme ça. Bon, ça a l'air peut-être, comment dire, anecdotique. Pour moi, pas du tout. C'était, je veux dire... Il serait surpris de vous voir faire ce que vous allez faire ce soir? Oui, sans doute. Oui. Bah, il serait surpris de m'entendre chanter déjà, parce que même si ça m'est arrivé quelques fois dans des spectacles d'avoir à chanter, à l'époque, évidemment, quand sur cette année passée à Reims, ça n'avait pas été le cas, quoi. Voilà. Donc vous avez mené une carrière de comédienne, oui. pendant 20 ans entre Paris, Lyon. Oh, pendant plus que ça finalement, parce que... Je voulais dire avant d'arriver dans le Bourbonnais en 93. Ah oui, avant d'arriver Voilà. dans le Bourbonnais, oui c'est ça, j'étais à Paris jusqu'en 89. Et puis je suis arrivée sur Lyon, à l'époque je travaillais beaucoup avec Chantal Morel qui était une metteur en scène qui travaille à Grenoble. Donc je travaillais beaucoup à Grenoble à ce moment-là. Et quand j'ai quitté Paris, j'ai décidé donc de m'installer à Lyon. Ce qui était d'abord parce que c'est une ville qui m'attirait. Et puis c'était une façon de me rapprocher de Grenoble. Mais en fait, j'ai vécu assez peu. J'ai vécu pendant 3 ans. Et dès l'été 90, je travaillais sur un spectacle à Hérisson, donc dans le Bourbonnais. Oui. Et, Théâtre du Cube. Et voilà, et comment dire, et là ça m'a fait, j'ai réalisé un autre rêve qui était de vivre à la campagne dans les 2 années, 2-3 années qui ont suivi. Voilà. C'est vrai que quand on demande à quelqu'un d'évoquer sa carrière, on passe les étapes Oui. marquant cette fameuse carrière, ce cheminement professionnel. Oui. Vous nous rappelez gentiment là qu'à côté, il y a une autre vie et que ceci aussi amène à faire des choix. Oui. Et curieusement, je m'étais dit, par exemple, le désir de vivre à la campagne, c'était un désir que j'avais de longue date aussi. Mais je m'étais dit longtemps, un peu naïvement, le jour où j'en aurai les moyens. Puis en fait, je me suis aperçue que les moyens sont aussi ceux qu'on se donne. Il y a ce que l'on décide, ce que la vie décide et la combinaison des deux. Et puis la combinaison des deux, c'est-à-dire que par exemple, dans la mesure où j'étais, tout en étant comédienne, à Paris, je n'ai fait que du théâtre. Je ne faisais pas de cinéma, je ne faisais pas de synchro par exemple. Donc je veux dire, il n'y avait pas besoin que je sois à Paris dans les heures qui suivaient ou le lendemain pour une synchro ou je ne sais pas quoi, où on prévient la veille. Donc dans la mesure où je ne faisais que du théâtre, l'agent que j'avais à ce moment-là, j'en ai plus maintenant, mais j'ai eu comme beaucoup d'acteurs un agent, et elle m'avait dit non, c'est égal, moi à partir du moment où je sais où te joindre, tu peux bien habiter Paris ou n'importe où, enfin dès lors que tu peux, ça n'a pas d'importance. Il n'a pas fallu me le dire 2 fois. Donc j'ai quitté Paris facilement. Très facilement, oui. Vous êtes passé aussi par la Bretagne avec le avec théâtre Dromesco. Alors ça, c'est aussi quelque chose de surprenant. À partir du moment où vous avez quitté Paris, c'est vrai que les fameuses occasions, vous sont arrivées assez facilement. C'est-à-dire que je m'aperçois d'une chose, c'est que dans le trajet comme ça que j'ai fait, quand j'y réfléchis, tout me semble se dérouler de manière... je dirais harmonieuse, enfin. C'est-à-dire, j'ai eu la chance de travailler
toujours au théâtre avec des équipes formidables et des espèces comme on dit, des familles de théâtre, quoi. Et puis par exemple, au moment où quand j'ai rencontré Chantal Morel est une metteuse en scène qui travaille, par exemple, au plus près de ce que sont les gens. C'est-à-dire, disons que pour travailler avec elle, il vaut mieux avoir mis au placard une manière de composer, de je sais pas quoi, enfin, voilà, d'être le plus abandonné possible. De faire le comédien. Voilà. Et donc, j'étais prête tout à fait à ça quand je l'ai rencontrée. Et après avoir travaillé avec elle, c'était plus imaginable pour moi de revenir à... C'est-à-dire, il a fallu, et la vie me l'a apporté quasiment sur un plateau, continuer dans ce sens. Et par exemple, quand je suis arrivée à Hérisson, il y avait là-bas, parmi les personnes qui dirigeaient le centre dramatique de Montluçon, donc qui étaient Jean-Paul Wenzel et Olivier Perrier. Olivier Perrier, lui, faisait un travail très spécifique depuis de nombreuses années sur la campagne, avec des gens de la campagne. Autrement dit, pas des acteurs. Et quand j'ai vu ces spectacles, je me suis dit, oh là là, ça, qu'est-ce que j'aimerais me retrouver dans une chose comme ça. Et puis c'était pas du tout au programme, justement, puisque j'étais une comédienne et qui travaillait pas avec les acteurs. Et puis, et ben voilà, encore une fois, le hasard, s'il en est, a fait qu'un jour, deux personnes n'ont pas pu reprendre le spectacle tel qu'il était prévu. Et il a fallu, par contre, les remplacer si vite que ça ne pouvait pas être fait par des personnes avec lesquelles il aurait fallu prendre beaucoup de temps. Et donc, c'est à la fois une régisseuse qui travaillait sur ce spectacle et à moi que ça a été demandé. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée avec les fameuses personnes, entre guillemets, qui n'étaient pas des acteurs, qui l'étaient... Le malheur des uns, oui, le petit bonheur des autres. Voilà, ça aussi c'était magnifique. Je reviens à Igor Dromesco. Oui, alors, Dromesco. Drôle de personnage, ça aussi. Qu'est-ce qu'il vous a apporté? Alors, Dromesco, il m'a... Je les ai rencontrés par ici, ils étaient venus pour bosser, répéter un spectacle. Encore une famille. Voilà, encore une famille. Et j'avais très envie de ça, c'est-à-dire déjà de m'embarquer vers des gens qui n'étaient pas seulement, enfin, a priori pas des gens de théâtre. C'est un comment dire, ils viennent du cirque, comme on sait, enfin, du cirque équestre d'abord. Et ce sont c'est un bel espace poétique où le théâtre a sa place aussi, hein, je veux dire le rapport au texte et tout ça, mais ils font pas du théâtre comme on l'entend, quoi. Et puis avec donc de la musique, des animaux, un fonctionnement d'itinérance. De spectacles sous chapiteaux. Puis des chapiteaux particuliers. Des chapiteaux particuliers, en bois, en métal, des grands, des petits. Et puis, ça veut dire aussi que c'est une façon de... Donc, on vit plus dans les hôtels, on vit autour du chapiteau, dans des caravanes, des camions ménagers, etc. Que le public, on l'accueille dans une espèce de chez nous. C'est-à-dire, ça inverse beaucoup de choses. Hein, donc, c'est vraiment une autre façon de faire du théâtre. Parce que je vous entends, là, j'ai l'impression qu'au départ, vous avez commencé une vie de comédienne, excusez-moi, mais je ne veux pas dire sur un tapis rouge, mais assez ligne droite. Oui. Et à partir du moment où votre envie de campagne, de nature, de quelque chose qui vous manquait, à partir de ce moment-là, hein, vous avez fait des rencontres inattendues, mais que vous avez vous avez saisi. Bon, il y a cette famille Dromesco, il y a la famille du Cube, si je peux dire, avec ces gens qui ne sont pas des... Bon, il y a entre deux caisses. Vous êtes, à partir de ce moment-là, quelqu'un qui avait la chance de pouvoir toucher à beaucoup de choses. Par exemple, vous peignez aussi. Mais comment vous savez tout ça, vous? Je travaille mes interviews, même. Ça alors, ça m'épate. Ben, pareil, tiens, c'est marrant, c'est en 89, au moment où je m'apprêtais à quitter Paris. J'ai fait un rapprochement de date. Ouais. Je me suis dit, il y a quelque chose chez cette personne. C'est à ce moment-là que c'est venu. Et j'ai commencé tout doucement, tranquillement, et pendant une douzaine d'années, et donc beaucoup à la campagne, puisque finalement, entre 89 et 90, 11, 12, enfin quand je suis arrivée là, je continuais un peu, mais c'est surtout pendant les années où je suis arrivée ici, quoi,
que j'ai peint beaucoup. Alors ça, c'est un travail solitaire. Oui. Théâtre, c'est avec du monde. Chanter, c'est avec du monde. Et là, la peinture, c'est de soi à soi. C'est de soi Nous sommes dans la loge, à côté de nous, il y a des miroirs. C'est vraiment un travail de miroir, un miroir. Je suis devant mon œuvre. Ah, mais pas miroir, je dirais, moi. J'ai pas l'impression de me regarder, par exemple, quand je peins. D'accord. C'est-à-dire que, bon, peut-être c'est à cause de la manière de peindre, c'est-à-dire que je veux pas savoir, je vais pas vers quelque chose, je sais pas dessiner, par exemple. Donc, j'allais dire, ça m'arrange. Je veux pas être amené à essayer de représenter quelque chose, et donc je me laisse surprendre par ce qui arrive, et donc c'est toujours un peu une surprise pour moi. C'est la pâte, c'est la couleur. C'est la couleur, c'est comment les couleurs vont se mettre à danser ensemble, enfin les couleurs, les formes, la façon de dessiner ou de composer un tableau, la découverte aussi qu'on peut rater soi-disant quelque chose et que c'est sans importance, comment on peut passer par-dessus, comment sous un tableau il peut y avoir des quantités d'histoires différentes, des tableaux qui ont pas abouti, et puis on passe dessus, on continue, une couleur en efface une autre, et même un mouvement en efface un autre, et donc je dirais pas que c'est sans fin, mais je veux dire, là, on n'a pas, c'est important par rapport à l'idée de réussir ou de rater. C'est pas grave, un geste qui se fait mal. On peut y revenir, on peut oublier qu'il y a eu un geste qui a dérapé, et il donne naissance à un autre geste, etc. Voilà. Alors je fais le rapprochement avec ce que j'ai pu entendre tout à l'heure avec Entre deux caisses quand vous avez essayé. Oui, il y a un moment donné, il y a des essais de mettre en place les positions, les lumières. Il y a quelque chose de semblable pour moi, de dire est-ce que c'est comme ça que l'on se met, est-ce que c'est même juste à quelques heures du spectacle, mais de dire on retouche. On peut toujours retoucher, oui. Puis une autre aventure, mais là, tournée vers les autres aussi, c'est les éditions Bleu Autour. Oui. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là ? C'est-à-dire, les éditions Bleu Autour, je les ai connues quand j'ai eu besoin à un moment donné d'un carton d'invitation pour une exposition que je faisais avec une amie peintre. On m'a parlé d'eux. Et puis il se trouve qu'il travaillait aussi sur les journaux de saison des fédérés, le centre dramatique de Montluçon. Et une fois, ça m'est arrivé aussi, dans ces revues de saison, il y avait des dessins. Souvent, ils faisaient appel chaque année, les fédérés, à un peintre. Oui. Et une année, ça a été mon tour. Et donc, j'ai été amenée à les revoir, à travailler avec eux pour la présentation de cet objet. Et puis on s'est très très bien entendu. Et il y a notamment le mec qui bosse sur la mise en page, qui travaillait chez Bleu Autour à l'époque, et qui s'appelle Pierre Thomas, qui a ensuite pris la gérance des imprimeries réunies à Moulins, et puis qui maintenant est à son compte. Et ce graphiste, c'est vraiment une rencontre magnifique. Parce que ce qui s'est passé, et pour eux aussi c'était formidable, parce que souvent ils me racontaient qu'avec des peintres, c'était pas facile, paraît-il, parce qu'il fallait vraiment que l'impression que la couleur soit exactement la même, que ci, que ça, que je sais pas quoi, il fallait surtout pas bouger rien. Et moi, par exemple, ils avaient aussi fait un journal qui s'appelait le journal intime c'était une revue, le journal intime du Massif Central. Ils m'avaient demandé quelques dessins, et chaque fois, il y avait un thème par trimestre. Et ben, par exemple, si c'était l'herbe, il restait. Le premier, c'était l'herbe, ensuite rouge, ensuite, je sais plus, le vélo, puis bon. Et en fait, dans ces cas-là, je savais qu'elle arrivait garder 4 dessins ou pas plus, et je leur en donnais, je sais pas, 50, et je leur disais, vous faites ce que vous voulez. Voilà, et puis s'ils en coupaient un bout, ça n'avait strictement aucune importance. Et c'était ludique. C'était un va-et-vient comme ça, d'une part de confiance. Moi, j'adorais ça, avoir la surprise aussi de ce qu'ils avaient fait, de ce que je leur avais confié, voilà. Et donc un jour, ils m'ont offert, je dis bien, un livre. C'est-à-dire un livre. Ils m'ont offert de faire un livre avec mes peintures. Donc ils m'ont fait un très très beau cadeau. Voilà. Amis peintres, écoutez-nous. Et puis, je reviens au chant, à la chanson. Cette aventure importante pour vous, ce spectacle, sans les 4 compagnons entre deux caisses, c'est Léo 38. Oui. Alors ce 38,
Eh ben, vous donnez la signification dans le spectacle. Oui. Ce 38, oui, ce 38 étant le matricule qui avait été attribué à Léo Ferré quand il est entré chez les frères des écoles chrétiennes, Oui. quand il avait 9 ans, et où il a passé 8 ans de sa vie, de 9 ans à 17 ans. Voilà. Donc c'est pas Ferré 38, c'est bien Léo, le petit 38. garçon, Léo 38. Petit, oui. Et vous appelez ça un entretien joué et chanté. Donc il y a le côté... J'ai appelé ça exactement une confidence du chant au parler, prenant racine dans les entretiens de Léo Ferré. Je ne souhaite pas interpréter Léo Ferré, je souhaite l'entendre. Parce qu'en fait, quand les interviews de Léo Ferré ont été en 2003 rassemblées dans un livre qui est paru aux éditions La Mémoire et la Mer. Ce livre s'appelle « Vous savez qui je suis maintenant ». Il rassemble donc ces interviews sur un nombre, je ne sais plus exactement, mais un nombre considérable d'années, des interviews de radio ou de télévision. Et ce qu'il a de particulier, ce livre, c'est que les interviews ont été retranscrites absolument telles quelles, sans travail de réécriture, enfin, comme... Mot à mot. Au mot à mot. Moi, j'ai trouvé ça magnifique. Quand j'ai commencé à feuilleter ce livre, j'avais l'impression d'entendre Ferré nous parler. Et dans cette... Et comment dire, cette vigueur particulière, ce débit si caractéristique qu'on lui connaît. Et alors ça, j'ai trouvé ça tellement réjouissant que ça allait titiller la comédienne que j'étais, et ça m'a donné envie de m'emparer de ça, et donc de la vigueur de cette parole, et puis de la transmettre, enfin de la faire partager. Son instrumentiste, c'est a cappella. Donc c'est vraiment un travail de la voix. C'est-à-dire qu'en fait, j'avais le désir de chanter a cappella. Ça c'est une chose, mais pas forcément Léo Ferré. Et à l'époque, j'étais pas du tout là-dessus, j'étais plutôt sur Jacques Bertin, ou comme ça, voilà, par exemple. Mais, et ça rejoint, figurez-vous, vous voyez comme tout est lié, c'est quelqu'un qui ne me connaissait pas, qui m'a découverte, entre guillemets, si on peut dire, au moment de la guinguette des Fingles dont je parlais tout à l'heure, donc en 2007. Il connaissait tous les autres, et donc il est venu vers moi très gentiment, ce monsieur qui s'appelle François André, qui a fondé la revue qui s'appelle Les Copains de Lanneuil, qui est une revue tout entière consacrée à Léo Ferré. Une revue semestrielle. Semestrielle, voilà. Et ce monsieur est venu me dire, est-ce que vous songeriez à chanter Ferré ? Et alors je lui ai répondu que j'y songeais pas pour l'instant, puisque je venais de chanter pour la première fois avec cette soirée-là à Chambéry. Et puis, on a été amené à se revoir, rentrer en contact, etc. Et disons, pour aller vite, qu'en 2011, Léo 38, c'est-à-dire ce spectacle que j'ai fabriqué à partir des interviews, qui sont donc parlées, ça a été ma réponse à cette invitation, sollicitation. Et ce monsieur. Et donc... chanter Léo Ferré a cappella, ça me paraissait une chose insurmontable. Et je me rappelle, je lui avais dit, à moins que j'en chante je chante pendant 20 minutes, pas plus, et pour une poignée de personnes. Puis il y avait une amie à côté de lui qui a dit, moi, si vous le faites, je vous accueille chez moi. Donc on a tapé, on dit d'accord. Après je me suis dit, mais dans quoi je suis allé me fourrer, quoi. Et puis donc après, je me suis abonné à cette revue. En feuilletant cette revue, j'ai découvert que ce livre dont je vous parlais existait, je l'ai commandé, etc. Et quand j'ai ouvert ce livre, là, tout d'un coup, ça s'est mis en train, c'est-à-dire que ça devenait le terreau de ce travail. Le terreau, c'était donc les interviews, la parole comme je suis en train de vous parler, et les chansons, sans faire aucun sort aux chansons, tout en parlant, comme quand quelquefois on se souvient d'une chose, la chanson arrive comme ça, le plus naturellement possible, on va dire, et à la fin de la chanson, on revient à la parole, quoi. Voilà. Le spectacle est construit de cette manière. C'est un rôle de funambule entre les deux. C'est rigolo ce que vous dites, parce que c'est marrant, parce que cet été, je le jouais, donc il y avait entre deux caisses le soir, et moi à 19h45, sous le même chapiteau, je jouais Léo 38, et il y a une amie qui est venue voir ce spectacle, et qui m'a dit cette chose très jolie, elle m'a dit, je te savais... comédienne, peintre, et je croyais qu'elle allait me dire je te savais pas chanteuse, et elle m'a dit je te savais pas funambule. Funambule, bah oui. Voilà. Petit clin d'œil à la famille de Dromesco. Ouais. Le monde un peu du cirque.
lui aussi, il serait peut-être surpris de voir ce que vous faites avec Léo 38. Dromesco? Oui. Ah, il l'a vu? Il l'a vu. Il l'a vu. Réaction? Il l'a vu, ça lui a plu énormément, Igor. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et non seulement ça lui a plu, mais je veux dire, non seulement il l'a vu, mais en fait, il se trouve que... il y avait eu un bout de tournée qui s'était cassé la gueule un petit peu, et donc, en guise de... élégamment, disons que, n'ayant pas pu partir en tournée comme c'était prévu, Dromesco est devenu, ils m'ont proposé de devenir ils ont été producteurs en fait de Léo 38. Voilà, donc ils savaient que je travaillais sur quelque chose, et c'était une espèce de compensation, voilà, d'un travail qui d'un coup ne se faisait plus. Ils sont intervenus de cette façon. On arrive tout doucement au terme de notre entretien. Oui. Est-ce que je peux vous demander, Monique Brun, de lire un extrait de ce dialogue fort connu qui a eu lieu en 69 entre Brassens, Brel et Ferré? C'est François-René Cristani qui leur demandait: pensez-vous qu'il y a une différence entre la chanson telle que vous l'écrivez, que vous la chantez, et puis la chanson électrique un peu plus actuelle? Il prenait comme exemple Gainsbourg. Quelle différence y a-t-il entre vous, Brassens, Ferré et Brel, et Monsieur Gainsbourg? Merci de faire les trois réponses. Les trois réponses. Gainsbourg, Brel. C'est pas du clinquant, c'est du mouvement. Brassens, il y a des différences entre tout le monde, vous savez. Lui, il cherche quelque chose. Ferré, il y a un parti pris chez lui au départ, mais il a trouvé quelque chose. C'est pas mal fait, c'est rythmiquement bien foutu. Et puis c'est un érotomane. Moi j'aime assez les érotomanes parce que je n'en suis pas, sans doute. Il s'en vante d'ailleurs. Ce n'est pas un secret. Maintenant, il a joué une carte, quoi. Peut-être qu'il l'a joué consciemment, mais c'est pas mal. Brassens. Et puis, ça correspond à sa nature, à son caractère. C'est tout simple. La question suivante qu'il aurait posée est la pop music, les Beatles. Quel sentiment vous inspire ces gens-là, cette musique-là? Brassens. J'aime beaucoup ça sur le plan musical. Pour ce qui est des paroles, je ne comprends pas bien l'anglais, alors ça va tout seul. Ferré, comme Georges, j'aime beaucoup sur le plan musical et je ne cherche pas tellement à comprendre les paroles, sauf celle d'une chanson qui s'appelle Hey Jude et qui se termine par une chose qui n'en finit plus. Je voudrais bien savoir pourquoi et ce que cela veut dire. Ce sont des musiciens. Brel, moi je suis très content que l'on rende public les harmonies de Gabriel Fauré. Ils ont ajouté une pédale Charleston aux harmonies de Gabriel Fauré. C'est très faurien tout ça. Et je trouve très bien qu'ils en aient fait une chose populaire. C'est très joli. Pour le reste, j'ai les mêmes ennuis que Georges avec l'anglais. Je ne sais jamais exactement de quoi il parle, mais je crois que ça n'a pas beaucoup d'importance. Brassens. Le tout est de savoir comment les gens les aiment. S'ils les aiment profondément ou s'ils les aiment parce que c'est une mode. Vous avez une réaction par rapport à ce petit dialogue? Non, je découvre que je ne l'ai pas. Je ne m'en souviens pas. Je ne me souviens pas de ce fameux entretien. Je ne l'ai jamais entendu, en tous les cas. Je l'avais... Non. Je ne serais pas capable d'en dire quoi que ce soit. J'étais trop attentive à ce que j'étais en train de lire. Voilà. Non, encore une fois, Ferré me fait rire, comme souvent. Voilà. Je vous remercie. Je vous en prie. Monique Brun, et à ce soir à sur tout la à scène. l'heure. Oui.